Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Faut s'imaginer une seconde avoir réussi à réserver une table dans un grand restaurant 3 étoiles Michelin. On arrive là vraiment plein d'anticipation, puis on se rend compte que la salle au complet a été louée pour un party de bureau super chaotique. Ah, l'horreur totale. Ben c'est ça. La nourriture est techniquement incroyable, la déco a pas changé pantoute, mais la magie est juste complètement morte, écrasée par le bruit puis la foule. C'est une excellente analogie, honnêtement. Ouais. Puis selon le document qu'on explore aujourd'hui, ben c'est exactement l'erreur que des millions de personnes font en visitant Barcelone chaque été. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on veut décoder cette fameuse ville. Fait qu'on est accompagné de notre spécialiste pour analyser tout ça. Salut Evelyne. Salut Sam. Oui, écoute, très hâte de jaser de ce sujet-là parce que c'est une destination qui soulève beaucoup de passion. Vraiment. Fait que on se penche sur l'édition 2026 du guide complet The Ultimate Barcelona Travel Guide. C'est un document rédigé par Yvan Junior Blanchette, un spécialiste de l'agence Aéria Voyage. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, la vraie mission de cette exploration, c'est d'extraire l'essence d'un voyage réussi à Barcelone. On veut dépasser les clichés de la carte postale pour éviter ce fameux party de bureau métaphorique, tu sais. Absolument. On veut offrir à quiconque écoute le plan d'action parfait pour vivre la ville, pas comme un simple visiteur qui coche des cases, mais vraiment comme un voyageur averti. Bon, décortiquons tout ça. Le guide promet de révéler une métropole aux identités multiples, capable d'être à la fois une capitale gastronomique, un musée à ciel ouvert, puis une station balnéaire. Par où on commence quand on s'attaque à un monstre sacré comme ça? Ben, je pense qu'il faut d'abord accepter un fait fondamental. La magie de Barcelone, ça réside pas dans une liste de choses à voir en vitesse. Le guide insiste vraiment sur l'importance de comprendre son tissu culturel et urbain avant même de mettre le pied hors de l'avion. Ça demande une préparation mentale, dans le fond. Exactement. Barcelone exige une certaine lecture. Et la première clé de cette lecture-là, l'argument de poids absolu qui attire la planète entière, c'est son architecture unique au monde. Plus spécifiquement, le phénomène Gaudí. Ah, c'est clair que c'est le point majeur du document. Mettons qu'on regarde ça de plus près, c'est complètement fou quand on y pense. Vraiment fou, ouais. Si on prend une ville comme New York ou Paris, puis qu'on imagine que la moitié de leurs monuments emblématiques avait été imaginés par un seul et unique artiste excentrique, ça aurait juste aucun sens. Non, ce serait impensable. Ça n'existe nulle part ailleurs à cette échelle-là. Mais ici, sur un rayon de quelques kilomètres à peine, on retrouve une concentration ahurissante de l'œuvre d'un seul architecte. La source affirme que c'est l'argument central qui justifie le voyage à lui seul. Oui, même pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas particulièrement à l'architecture en temps normal. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont Antoni Gaudí a littéralement encodé une identité visuelle permanente dans l'ADN même de la ville. Il n'a pas juste décoré des coins de rue, mettons. Pas du tout. Il a fusionné son propre esprit avec l'espace public. Le guide explique le pourquoi de tout ça. En fait, Gaudí voyait la métropole comme un laboratoire organique. Il rejetait la rigidité des lignes droites parce que, elles n'existent pas dans la nature. Donc, le résultat, c'est cet environnement urbain qui donne une sensation presque biologique. Exact. Prenez la Sagrada Familia. Le texte détaille comment cet édifice, qui est en construction depuis plus d'un siècle d'ailleurs, présente deux façades radicalement opposées. Ouais, d'un bord, on a la façade de la Nativité qui déborde de vie, de sculptures de plantes, d'animaux. Et de l'autre côté, la façade de la Passion qui est tout le contraire. Des lignes dures, angulaires, très dramatiques. Ça représente la souffrance, fait que le style change complètement. Puis l'intérieur, c'est encore plus déstabilisant. C'est pas du tout conçu comme une église traditionnelle avec des gros arcs-boutants sombres. Non. Le guide décrit l'intérieur comme une forêt de colonnes. Les piliers se ramifient vers le plafond comme des branches d'arbres. C'est inondé de lumière naturelle à travers les vitraux. C'est comme si on avait réinventé la notion même d'espace sacré. Et ce qui frappe vraiment l'imaginaire, c'est que cette vision-là se limite pas à un seul bâtiment ou un seul quartier. Non, on marche sur le passage de Grazieux, qui est un des grands boulevards chics, puis boum, on tombe face à la Casa Batlló. Ah, la fameuse Casa Batlló, ouais. C'est l'analogie parfaite dans le texte. La façade ressemble à une structure osseuse, avec des balcons en forme de crâne, puis le toit donne l'impression qu'un dragon avec des écailles s'est posé là pour dormir.
C'est spectaculaire. Et juste à quelques pas de là, toujours sur la même rue, il y a La Pedrera. Le contraste est super marquant aussi. Ouais, le bâtiment entier donne l'impression d'être en mouvement. Les façades ressemblent à des vagues de pierres figées dans le temps. Et sur le toit, les cheminées sont sculptées pour ressembler à des chevaliers en armure qui surveillent la ville. C'est capoté de voir ça en pleine rue, puis c'est sans parler du parc Güell. Absolument, ce projet de cité-jardin perché sur une colline qui est resté inachevé mais qui célèbre pour ses mosaïques ondulantes. Aucune autre ville au monde n'offre ça. Mais tout ça, ça amène une transition naturelle. Cette architecture-là qui brise les règles, qui refuse l'uniformité classique de l'Espagne, c'est pas juste l'œuvre d'un génie isolé. Non, c'est vraiment lié au contexte culturel. Voici où ça devient vraiment intéressant. Quand la majorité du monde s'achète un billet pour cette destination-là, ils s'attendent à vivre l'Espagne avec un grand E. Ils cherchent le flamenco, la corrida, la sangria, l'ambiance purement castilienne. Les gros clichés, dans le fond. Exact. Puis moi, je lis ce guide-là, et ma première réaction, c'est de me dire que débarquer à Barcelone en cherchant ça, c'est passer complètement à côté du véritable esprit de la ville. Totalement. Le document source établit une distinction fondamentale ici, et c'est vraiment le prisme à travers lequel on doit vivre cette expérience. Barcelone est catalane d'abord, et espagnole ensuite. Et ça change tout sur le terrain. Si on relie ça à la vue d'ensemble, Barcelone, c'est la capitale d'une région autonome extrêmement fière. Comprendre cette distinction-là, c'est pas juste un détail historique ou politique, c'est la clé pour passer de simples consommateurs de tourisme à un invité respectueux. C'était omniprésent. L'impact sur l'expérience au quotidien est direct. Toute la signalisation, les noms de rue, les menus, tout est en catalan en premier. Oui, l'identité culturelle est distincte et farouchement protégée. Le guide utilise d'ailleurs Madrid comme point de comparaison pour bien illustrer ça. Il décrit Madrid comme une ville castillane, beaucoup plus formelle, enclavée dans les terres. Alors que Barcelone est tournée vers la mer. C'est une ville marchande, ouverte sur le monde, mais super attachée à ses racines. Puis ça se reflète de façon spectaculaire dans l'assiette. La cuisine est catalane, on cherche pas les tapas espagnols génériques ici. Le spécialiste mentionne un endroit spécifique, le bar del Pla. Oui, dans le quartier d'El Born. On y va pour le fameux pa amb tomàquet. C'est quoi exactement? C'est un plat en apparence hyper simple, mais c'est vraiment le socle de leur gastronomie. C'est un pain de campagne frotté avec de la tomate fraîche et de l'ail, puis généreusement arrosé d'huile d'olive locale. Ça a l'air tellement bon. C'est délicieux. C'est une cuisine qui est enracinée dans le terroir méditerranéen. Et le guide souligne un point crucial par rapport à la langue locale. Ah oui, l'interaction avec les résidents. Utiliser juste quelques mots de base en catalan, ça change complètement la chaleur de l'accueil. Dire un simple bon dia au lieu de buenos dias ou dire gracias pour remercier. C'est fou comme une petite nuance linguistique montre qu'on comprend où on est. Mais si cette identité-là est si précieuse, comment elle fait pour survivre à l'assaut des millions de visiteurs? Et c'est là qu'on arrive au secret le moins bien gardé de la ville. Un élément sur lequel la source est absolument sans compromis, l'importance critique de la saisonnalité. C'est exactement là que mon analogie du début avec le fameux restaurant Michelin ruiné par un parti de bureau prend tout son sens. C'est la comparaison parfaite. Le texte précise que l'écart entre la meilleure et la pire saison pour visiter, il est beaucoup plus marqué ici qu'à Paris ou Rome. En gros, le mois d'août était fuir comme la peste. À éviter à tout prix si possible, oui. L'auteur décrit la chaleur en nous comme accablante, l'humidité de la mer rend l'air étouffant et la densité humaine sur des artères comme Las Ramblas devient extrême. Mais le vrai problème de visiter en août, c'est pas juste qu'il y a trop de touristes, c'est qu'il y a juste des touristes. C'est ça, la mécanique de la ville se brise. Les locaux sont en vacances ailleurs. Puis une ville sans ses habitants, c'est plus une ville, c'est un décor de cinéma. L'âme catalane dont on vient de parler disparaît complètement. Une ville, c'est d'abord un espace vécu. Quand on retire les résidents, l'équilibre est détruit. C'est pour ça que le guide identifie clairement le mois de septembre comme le meilleur mois de l'année. C'est la fenêtre dorée. Pourquoi septembre spécifiquement? Parce que les touristes de masse du mois d'août sont partis, l'économie touristique ralentit et les habitants retournent au travail et à l'école. La ville redevient elle-même. Et en prime, on garde les avantages de l'été. Le guide mentionne que la mer à la plage de la Barceloneta est encore super chaude. Exactement. La Méditerranée a accumulé la chaleur tout l'été. Donc on a l'eau chaude, mais l'air est redevenu respirable. C'est l'équilibre parfait.
La source mentionne aussi qu'avril et mai, au printemps, sont d'excellentes alternatives, mais septembre reste le couronnement. OK, alors disons qu'on suit toutes ces règles-là. On a compris Godzi, on a cessé l'importance de l'âme catalane, on a réservé nos billets d'avion pour le mois de septembre, on débarque en ville, puis on décide de sortir marcher le nez en l'air pour se laisser surprendre. Ah, grosse erreur. C'est le drame absolu, hein? On se bute à un mur d'inaccessibilité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Je me fais l'avocat du diable une seconde. Le voyage moderne est-il devenu trop rigide? Est-ce qu'on a perdu la romance de la découverte spontanée? Cela soulève une question importante, c'est sûr. Mais il faut recadrer cette perception-là. Le guide est très clair. La planification, c'est plus une corvée optionnelle, c'est le prix d'entrée pour protéger la magie. Le coût de la non-préparation se paie très cher, on dirait. Vraiment très cher, en expérience manquée. Barcelone est l'une des villes européennes où arriver sans réservation est le plus punitif. Le spécialiste insiste énormément là-dessus pour ses clients. Si on se pointe à la Sagrada Familia sur un coup de tête, on rentre pas. Aucune chance. Ça affiche complet des jours, voire des semaines à l'avance. L'émerveillement face à l'architecture va juste être remplacé par la frustration de voir une porte fermée. Fait qu'il faut absolument réserver les billets à l'avance et avec des heures précises. Oui, tout fonctionne avec des billets horodatés. Sagrada Familia, Parc Güell, Casa Batlló, La Pedrera. Avoir un billet, c'est s'assurer de vivre l'expérience dans de bonnes conditions. Et le guide applique cette même règle d'or-là à la haute gastronomie. On parle de lieux comme le restaurant Disfruteur qui a 2 étoiles Michelin. Oui, et dirigé par d'anciens chefs du légendaire El Bulli. Si on veut s'asseoir là, on parle de réservation des mois à l'avance. C'est incontournable. La stratégie suggérée par le document, c'est de concevoir son voyage avec des piliers. Par exemple, tu bloques une entrée à 9 h pour le parc Güell, puis une table réservée pour 21 h. Puis entre les deux, là, tu peux être spontané. Exactement. C'est la rigidité de ces piliers-là qui libère le reste de la journée pour te perdre sans anxiété dans le quartier gothique. C'est une super belle façon de voir ça. Mais même avec l'itinéraire le plus parfait, le centre-ville dense finit par peser lourd. Le bruit, la foule... Ça sature les sens, ouais. Fait comment on fait pour relâcher la pression? L'auteur introduit l'échappatoire hors de la ville, briser le rythme. Oui, pour tous ces jours de 5 jours ou plus, Barcelone est une base de lancement idéale. Faire une excursion d'une journée, ça change complètement la dynamique du voyage. Et tout est super proche, à moins de 2 heures. C'est ça. Sortir des limites de la métropole, c'est ce qui permet de voir l'image complète. Ça offre une Catalogne que la ville seule ne peut pas révéler. L'importance du contraste est frappante. Passer des ruelles sombres du quartier gothique le matin aux criques turquoises de la Costa Brava l'après-midi, ça permet de respirer. Et la source donne des options incroyables. On parle de Montserrat, par exemple. C'est la montagne avec le train à crémaillère, c'est ça? Oui, c'est un massif montagneux spectaculaire avec des formations rocheuses uniques et tout en haut, un monastère du 12e siècle. C'est vraiment l'ancrage spirituel de la région. Puis si on va vers la mer, il y a la fameuse Costa Brava. Le guide mentionne des villages qui ont inspiré Salvador Dali. Comme le village de Cadaqués, et il y a aussi le musée de Dali à Figueres qui est pas loin. Il y a d'autres options vers le sud aussi. Absolument, Tarragone pour plonger dans l'héritage romain avec ses ruines impressionnantes et Sitges. Ah, Sitges, le paradis moderniste. Le guide en parle comme d'un endroit avec des plages urbaines incroyables, comme celle de San Sebastián. C'est une atmosphère vibrante. Cette géographie-là, la mer, les montagnes, la plaine, c'est là que le voyageur comprend l'écosystème complet qui nourrit Barcelone. Ben, pour faire un résumé rapide de tout ça, je dirais que la recette est claire. Faut comprendre l'ancrage architectural de Gaudí, honorer cette identité farouchement catalane, cibler l'automne de préférence, s'obliger à tout réserver à l'avance, puis profiter de la richesse des excursions régionales. C'est exactement le plan de match pour réussir son séjour. Mais tout ça me laisse sur une réflexion finale assez provocatrice, qui dépasse un peu le guide d'ailleurs. Si l'attrait mondial monumental de cette ville repose si lourdement sur le rêve inachevé d'un seul architecte et sur une culture régionale préservée, que va-t-il se passer le jour où la Sagrada Familia sera finalement achevée? C'est une excellente question. Tu sais, l'histoire de Barcelone va-t-elle changer ou est-ce que la ville restera à jamais le monument figé de cette époque fascinante? Ça va être incroyable de voir comment la dynamique de la ville va évoluer quand il n'y aura plus de grues autour de la basilique. De quoi nourrir la réflexion pour le prochain voyage. Un grand merci pour ces éclairages aujourd'hui. Il faut continuer de lire, d'explorer et d'apprendre sur ces destinations fascinantes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine plongée. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage.
Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.